Nos mains, nos yeux, notre visage. Tout notre corps est un essaim de milliards de cellules. Au cœur de chacune d'elles se niche l'ADN, ce que nous avons reçu de nos parents et que nous transmettons à nos enfants. Qu'est-ce qui se transmet exactement d'une génération à l'autre, d'une cellule à l'autre? Nous savons que l'ADN se transmet, mais il n'y a pas que l'ADN. Les vrais jumeaux ont le même ADN, le même génome. Et pourtant, ils sont différents physiquement. Comment est-ce possible? Le génome a été considéré comme un livre. En fait, ce livre peut être lu de façon très différente. Les scientifiques ont longtemps pensé que l'ADN gouvernait seul notre destin biologique. Aujourd'hui, ils découvrent un autre monde. Nous savons désormais que l'ADN n'explique pas tout, et nous avons de plus en plus d'outils pour prendre en compte l'impact de l'environnement. Partout dans le monde, des biologistes explorent ce nouveau mystère. Mon travail consiste à chercher au cœur des cellules de nouvelles connaissances et aller là où les gens ne sont pas allés avant. Une aventure scientifique où les chercheurs découvrent peu à peu ce qui influence notre ADN tout au long de notre vie, notre identité et peut-être notre hérédité. Dans la nature, il existe un insecte qui fascine depuis toujours, l'abeille. Son destin ne cesse d'émerveiller et d'interroger les spécialistes. Ils élucident peu à peu les mystères de son développement. Il existe des centaines d'espèces d'abeilles, dont celle-ci, l'abeille domestique qui vit dans une société très organisée. Ici, je suis devant une colonie d'abeilles. Une colonie d'abeilles, c'est un grand nombre d'ouvrières. Je ne sais pas, il y en a peut-être 20 000, 30 000 devant moi, 40 000. Et il y a une seule reine, qui est la mère de toutes ces abeilles-là. Ici, on voit très bien la reine. Elle a un point de peinture rouge sur le thorax que lui a mis l'apiculteur pour aider à la retrouver. Elle est quand même clairement différente des abeilles qui l'entourent, qui sont ses filles. Elle n'a pas la même silhouette, elle est plus longue. On voit aussi qu'elle a le thorax un petit peu plus large. La particularité de la reine, c'est d'être fertile. C'est la seule à pouvoir vraiment s'accoupler. Donc son travail à elle, c'est uniquement de pondre. Une reine est donc très différente des autres ouvrières de sa colonie. Et pourtant, dans les tout premiers jours de leur vie, les larves de reines et d'ouvrières sont identiques. Comment se fait-il alors que l'une d'entre elles sorte du rang de temps à autre? Il a fallu attendre les années 50 pour comprendre ce mystérieux processus. Ce qui va faire qu'une larve va devenir reine plutôt qu'ouvrière est expliqué en grande partie par l'alimentation. Une larve mange de la gelée royale pendant 3 jours et puis si elle est destinée à devenir ouvrière, l'alimentation va être changée et la gelée royale va être mélangée progressivement à de la bouillie larvaire qui contient du miel et du pollen. La larve de reine, en revanche, va continuer à manger de la gelée royale tout le restant de sa période de vie larvaire. Ainsi, un simple changement d'alimentation peut engendrer de profondes différences entre ces deux êtres vivants, pourtant très semblables aux tout premiers jours de leur vie. Mais comment expliquer qu'un élément extérieur puisse avoir un tel impact sur leur développement? N'est-il pas censé être gouverné par leur ADN? Pour comprendre ce processus, il faut remonter aux origines de l'une des aventures scientifiques les plus captivantes de la biologie, le séquençage du génome humain. Depuis longtemps, nous cherchons à comprendre les lois de l'hérédité et la façon dont se transmettent les caractères d'une génération à l'autre.
Au milieu du XXe siècle, on découvre que l'ADN est le support de l'hérédité. Chez l'être humain, au cœur de la cellule, dans son noyau, se trouvent 23 paires de chromosomes. Chaque chromosome est constitué de 2 brins d'ADN. Composé de 4 bases, représentées par les lettres A, T, G, C, l'ADN d'un être humain compte 3 milliards de lettres qui s'assemblent en phrases pour former des gènes. Les gènes servent à fabriquer des protéines qui constituent les briques de base du vivant. Au début des années 2000, s'achève le séquençage du génome humain qui dresse la carte détaillée de nos 25 000 gènes. L'avancée scientifique est de taille, les espoirs sont immenses. Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des généticiens de 18 pays sont parvenus à dresser une carte presque complète du génome humain. C'est une percée scientifique capitale. Today, we celebrate the revelation of the first draft of the Human Book of Life. Les revues scientifiques publient la carte du génome. Le discours dominant fait la part belle aux gènes tout-puissants. Le séquençage du génome suscite les espoirs les plus fous. Les gènes de l'obésité et de la schizophrénie seront découverts. Le cancer sera éradiqué. Les promesses de la science semblent infinies. C'est un peu à cause de nous, les scientifiques, si on a tellement dit que l'ADN était important. On a dit qu'on avait décrypté le génome humain. Décrypter, ça veut dire prendre un message crypté et puis le rendre intelligible. Or, on a lu le génome sans rien comprendre. Le travail de décryptage, c'est ce qu'on fait après, et c'est ce qu'on n'a pas fini de faire, et on en a pour un bon moment. Les scientifiques le savent. Ils ne sont qu'au début de l'aventure. Ils ont entre leurs mains un texte difficile à interpréter. L'ADN n'est pas le seul élément crucial. On ne peut pas tout expliquer en regardant seulement l'ADN. On avait besoin de connaître le génome, mais la complexité de la biologie ne relève pas que de l'ADN. Les organismes dépendent de la façon dont l'ADN est utilisé, dont l'ADN est lu, dont l'ADN est transmis. Quelques mois après l'annonce du séquençage du génome humain, la revue Science consacre pour la première fois un numéro entier à l'épigénétique. Un nouveau domaine scientifique qui explore ce qui influence l'expression de l'ADN. Car il reste trop de questions sans réponse. Les scientifiques cherchaient autre chose pour expliquer la beauté et la complexité de ce que nous sommes. En Australie, c'est le destin des abeilles que les chercheurs veulent comprendre. Leur génome vient d'être entièrement séquencé. Et la surprise est de taille. Il n'y a aucune différence génétique entre des larves d'ouvrières et des larves de reines. Elles partagent le même ADN. Si la différence entre les larves n'est pas génétique, peut-être est-elle alors épigénétique. Cette fameuse gelée royale pourrait-elle influencer les gènes de larves d'abeilles au point de les transformer en reines? Le processus débute au stade larvaire. Au bout de 3 jours, larves d'ouvrières et larves de reines ne sont plus nourries de la même manière. Un changement qui modifie profondément leur développement. Donc on voit ici, après la métamorphose, des nymphes qui se développent à différents rythmes. Le développement des reines est plus rapide que celui des ouvrières. Au bout de 2 semaines, ici à peu près, une reine est prête à émerger, alors que le développement des ouvrières prendra 3 semaines. C'est bien l'alimentation, la gelée royale, qui fait la différence. Mais comment agit-elle sur les gènes de larves ? Au niveau chimique, ce qui se passe, c'est un mécanisme épigénétique, la méthylation de l'ADN, qui va démarrer ces différents programmes de développement.
L'ADN de l'abeille contient environ 10 000 gènes. Comme pour tous les organismes vivants, certains gènes sont actifs, on dit qu'ils s'expriment, d'autres sont inactifs. L'expression des gènes peut être inactivée par ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. C'est une simple marque chimique qui vient s'attacher au gène et permet en quelque sorte de l'éteindre, un peu comme un interrupteur. S'il y a beaucoup de méthylation de l'ADN au début du développement, on aura plutôt des ouvrières, alors que si l'on éteint cette méthylation de l'ADN, on aura des reines. De la même façon que la nourriture active un certain programme épigénétique qui va permettre de créer soit des reines, soit des ouvrières, ici nous injectons dans ces œufs des molécules qui vont éteindre la méthylation de l'ADN et donc tous les œufs vont se développer en reines. Ainsi nous est révélée l'étonnante recette de fabrication des reines. Il n'y a pas d'ADN de reine ni d'ADN d'ouvrière, mais des modifications chimiques autour de leurs gènes qui jouent un rôle crucial dans leur développement. Ce qui est vrai pour les abeilles l'est-il pour d'autres espèces, pour d'autres reines? Jonathan Weitzman a sa petite idée sur la question. Un autre exemple de la nature. Je suis britannique. À gauche, vous voyez notre reine. Donc notre reine, elle est née reine. Donc c'est plutôt une reine génétique. À droite, chez les abeilles, il y a une seule reine, mais elle n'est pas née reine. Et avec le temps, une des abeilles va devenir reine. Elle va devenir reine parce qu'elle va manger les gelées royales. Bon, vous avez vu qu'en fait, en Angleterre aussi, il y a deux façons de devenir reine. La reine génétique à gauche et en fait, par l'interaction avec notre environnement, on peut aussi, dans quelques cas un peu rares, devenir reine. De quoi sommes-nous faits? Qui sommes-nous? Qu'il s'agisse de scientifiques ou de cellules, l'ADN n'explique pas toute la diversité du vivant. Nos cellules du foie, de l'œil ou de la main ont toutes le même génome et pourtant, elles sont presque aussi variées que les chercheurs. Alors comment expliquer une telle diversité? La question passionne Jonathan Weitzman. Il s'interroge sur l'identité, à commencer par celle de nos cellules. Dans notre corps, nous avons des centaines de types de cellules. Des cellules qui se comportent différemment, qui ont des caractéristiques différentes. Et elles transmettent leurs caractéristiques aux cellules filles. Les cellules du foie, les neurones, les lymphocytes dans le sang, les cellules de la peau, toutes ces cellules se comportent différemment et utilisent le génome différemment. Et pourtant, elles viennent toutes de la même cellule originale, l'œuf fécondé. Comment la première cellule donne-t-elle une telle diversité d'états cellulaires avec le même génome? À cette question, le biologiste écossais Conrad Waddington commence à répondre dès les années 40. Il est le premier à utiliser le terme épigénétique. Fasciné par le développement des organismes, Waddington se demande comment un embryon devient un être composé de cellules nombreuses et variées en partant d'une seule cellule. Conrad Waddington a dessiné le paysage d'une montagne et en haut de la montagne, il a placé une cellule ou une bille. Et l'idée, c'est qu'en haut de la montagne, la cellule peut devenir des tas de cellules différentes en fonction du chemin qu'elle emprunte. En haut de la montagne, il y a une cellule capable de se transformer en n'importe quelle cellule. Au fur et à mesure qu'elle descend de la montagne, elle s'engage sur un chemin de plus en plus étroit, selon la vallée où elle se dirige, et c'est ce qui détermine son destin. Cellules du foie, du cœur, de la peau, du cerveau. Le devenir et l'identité de nos cellules ne sont pas uniquement gravés dans l'ADN. D'autres mécanismes sont à l'œuvre pour que les cellules se différencient et surtout pour qu'elles gardent la mémoire de leur identité. On sait tous qu'on a été un œuf et à partir de là, chaque être se développe avec
ce fonctionnement épigénétique qui permet de lire les informations génétiques. Et ça, il y a quand même quelque chose d'un peu magique là-dedans. Je pense que c'est quand même merveilleux de se dire qu'on est en train d'essayer de comprendre comment ça marche, ça, comment cette petite plante se sont fabriquées à partir de cette information génétique qui se transforme depuis 2 milliards d'années, et puis cette épigénétique qui sait lire ce système et qui fabrique la plante ou l'humain que je contemple. Le génome ne change pas pendant la différenciation cellulaire. Ce qui change, c'est la façon dont il est utilisé. Des mécanismes épigénétiques déterminent quelle partie du génome est utilisée et quelle partie ne l'est pas. La façon dont nos gènes s'expriment est donc déterminante pour notre développement et celui de nos cellules. Il y a beaucoup de manières d'imaginer l'épigénétique. L'une des métaphores qui marche le mieux, c'est la musique. La musique est écrite avec des lignes et des points qui sont cruciaux pour jouer la musique. Mais chaque fois que ces lignes et ces points sont joués par différents musiciens, ils résonneront différemment. Donc, avec cette métaphore, la partition, c'est l'ADN, et pour la jouer, il faut des musiciens et une interprétation. Une même partition génétique peut donc avoir plusieurs interprétations. Qui mieux que les vrais jumeaux pour le comprendre? Issus du même œuf, les jumeaux monozygotes partagent le même ADN. Y a-t-il dans leur génome des différences d'interprétation? I love garlic. I hate garlic. He runs much faster than I do. He needs to practice more than I do. My French isn't bad. I don't speak French. Jonathan Weitzman et son frère jumeau Matthew sont tous les deux chercheurs. Ils partagent le même ADN et les mêmes questions sur l'identité. Yeah, maybe we're both interested in genetics because we've always been interested in what's transmitted, what makes us who we are. We're a combination of our genome, our epigenome, our experiences. That's what makes me who I am today. But those experiences and the changes in our epigenome will tell me who I am tomorrow. The genome is relatively static. The epigenome is, in comparison, relatively dynamic. Identity, who we are, is something that changes all the time throughout life. And so the epigenome must in some way carry memories of that past and probably contribute to defining who we are. So the longer we live, the more our epigenomes will diverge. And there are studies that have shown, or begun to show, that this is the case. Ainsi, nos gènes sont-ils sous influence tout au long de notre vie? Nos expériences ont un impact sur leur expression. Comment cela se traduit-il chez deux personnes qui ont le même ADN comme les vrais jumeaux? Ici, à Barcelone, c'est ce que cherche à comprendre Manel Esteller. ¿Cómo estamos? Bien, hola. ¿Berta? Sí, Grisela. Bueno, bienvenidas. Como sabéis, estamos estudiando nosotros la epigenética, alteraciones o cambios que podéis tener en vuestro material genético a pesar de ser gemelas. Son cambios normales, no hay nada que preocuparse. Puedo explicar algunas diferencias que tengáis entre vosotras. ¿Diréis que ahora sois más iguales o más distintas que hace 10 años? ¿Os vais separando poco o vosotras todavía sois de las muy cercanas? Y físicamente yo creo que nos vamos diferenciando un poco
con los rasgos van cambiando. Sí, sí. Lo que sí, los gemelos monocigóticos también podéis ser distintos, sería si en las huellas dactilares, ¿no? Cuando os miráis las huellas de los dedos, ¿las veis distintas? Este es un cambio puramente epigenético, sin ninguna alteración genética, que sucede pues, en los dedos aquí, ¿no? Para diferenciar. Se parecen mucho, pero se pueden distinguir. Hay ciertas diferencias en las mismas. Sí. ¿Esto es de aparición en el nacimiento? ¿Al nacer ya estaba? nací con esta mancha y ella pues nada. ¿Este cambio a qué se debe? Este cambio no sabemos. Podría ser que hubiera una pequeña mutación, un cambio genético, o puede ser un cambio epigenético asociado a las mismas. Esto hasta que se mire a detalle no lo sabremos. Lo que sí podemos decir es de que si sois muy parecidas es genéticamente, sois idénticas, pero epigenéticamente estáis divergiendo. Estás divergiendo porque los estilos de vida van siendo distintos, ya se ve físicamente y también en el crecimiento que tendréis y también en las enfermedades. Eso va a cambiar y va a ser muy importante para ciertos individuos que no son fotocopias. Les études sur les jumeaux montrent que l'ADN conditionne ce que nous sommes et les maladies que nous développons. Mais ce n'est pas un livre fermé. Ces études sont essentielles pour démontrer qu'il y a un certain déterminisme génétique, mais pas à 100%. Les études sur les vrais jumeaux permettent de mieux comprendre l'influence de l'épigénétique dans le développement des individus. Mais joue-t-elle aussi un rôle dans l'apparition de maladies ? Les études sur les jumeaux monozygotes sont importantes aussi dans le domaine du cancer. Chez les femmes qui ont hérité d'une mutation génétique qui leur donne un risque plus élevé, disons 80 à 90%, de faire un cancer du sein par exemple, il arrive qu'une des deux sœurs développe un cancer à 60 ans et que l'autre jamais ou à 90 ans. Comment est-ce possible si l'ADN est le même? C'est parce qu'il y a des différences épigénétiques. Il existe donc des différences épigénétiques entre les jumeaux. Différences qui sont parfois le signe d'anomalies et pourraient servir de marqueurs pour surveiller l'apparition de maladies comme le cancer. En explorant ces nouveaux territoires, des équipes comme celle d'Edith Heard à l'Institut Curie apportent un nouvel espoir dans ce domaine. On sait que le cancer est une maladie génétique. On sait que des changements dans l'ADN jouent un rôle important dans les cancers. Mais nous comprenons de mieux en mieux que c'est aussi une maladie épigénétique, que des changements dans l'expression des gènes sont eux aussi impliqués dans la progression des tumeurs. L'équipe d'Edith Heard vient de faire un nouveau pas dans la compréhension de ces mécanismes. Pour cela, les chercheurs se sont tout particulièrement intéressés à un chromosome fascinant chez les femelles mammifères, le chromosome X. Chez l'être humain et la plupart des mammifères, le sexe est déterminé par les chromosomes X et Y. Les femelles héritent de 2 X et les mâles d'un X et d'un Y. Mais avec 100 gènes sur le Y contre 1300 sur le X, il y a un net déséquilibre. Pour rétablir la balance, l'un des 2 chromosomes X est inactivé chez les femelles au tout début de leur développement embryonnaire. En fait, c'est un mécanisme épigénétique qui contribue à faire taire l'un des chromosomes X et surtout à maintenir ce silence tout au long de la vie d'une femelle. L'inactivation du X est essentielle. Si l'un des 2 chromosomes X n'est pas éteint pendant le développement de la femelle, l'embryon meurt très tôt. Ça montre combien l'équilibre dans le dosage des gènes est important. S'il y a un excès d'expression des gènes du chromosome X, c'est la mort assurée. Félin ou être humain, en fait, chez la plupart des mammifères femelles, ce processus est incontournable. Pour Edith Heard, ce phénomène vital apporte beaucoup d'informations sur le fonctionnement des cellules normales ou cancéreuses.
Tout au long de notre existence, nos cellules se renouvellent en se divisant. Et à chaque division, des mécanismes épigénétiques gardent la mémoire de l'inactivation du X. Mais que se passe-t-il quand la cellule perd cette mémoire? C'est ce qu'étudie le chercheur Ronan Chalinier. À l'état normal, dans le noyau des cellules, le X inactif est très tassé, comme sur ce schéma. Mais dans le cancer du sein, son aspect change. Dans les cellules tumorales, ce qu'on a découvert au cours de ces dernières années, c'est que ce X inactif était toujours présent, mais il y avait un changement dans cet état silencieux, ce X inactif. Ce X inactif va avoir une structure beaucoup plus relâchée et beaucoup moins dense. On observe que dans ces cellules cancéreuses, où les mécanismes épigénétiques sont perturbés, dérégulés, il va y avoir, au niveau du X inactif, une réactivation de certains de ces gènes qui normalement sont éteints. Or, le fait que certains gènes soient réactivés favorise le développement des tumeurs. Ces recherches ouvrent de nouvelles voies d'action contre le cancer. L'épigénétique est prometteuse dans le cancer parce que les modifications épigénétiques sont réversibles. Contrairement aux mutations génétiques qui ne peuvent être corrigées facilement, les modifications épigénétiques peuvent être reprogrammées avec certaines molécules. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir que certains cancers puissent être traités par des médicaments qui ciblent la machinerie épigénétique. Des molécules qui ciblent ces processus, des épidrogues, sont actuellement en phase d'essai. Mais des chercheurs ont découvert que des médicaments commercialisés depuis plusieurs années agissaient déjà sans le savoir sur des mécanismes épigénétiques. En fait, un médicament utilisé pendant des décennies est une épidrogue. Il s'agit de la décitabine, utilisée dans le traitement du syndrome myélodysplasique, une maladie du sang qui peut entraîner une leucémie. Il y a plusieurs années, on a découvert que ce médicament ralentissait la progression de la maladie. Voici donc un exemple d'épidrogue utilisée en clinique avec succès. Ce qu'il faut souligner néanmoins, c'est qu'on ne comprend pas encore très bien la cible de ces épidrogues. On sait que certaines sont efficaces, mais le défi est maintenant de comprendre comment elles agissent. Les épidrogues offrent donc une piste prometteuse dans la lutte contre le cancer. Le rôle de l'épigénétique dans le développement des individus et de certaines maladies s'éclaircit peu à peu. Mais de la même manière que les gènes se transmettent d'une génération à l'autre, ces mécanismes qui influencent l'expression des gènes pourraient-ils être eux aussi transmissibles ? Quel type d'information est transmis à la génération suivante? Ça reste une question très ouverte. Nous savons que des caractères sont transmis. Je ressemble à mon père, à ma mère. Mon fils et ma fille me ressemblent. D'où cela vient-il? On a beaucoup cherché dans l'ADN, surtout parce que c'est facile à observer, facile de trouver une séquence d'ADN. Maintenant, nous nous intéressons de plus en plus à ce qui est transmis avec l'ADN, ou autour, ou au-dessus de l'ADN. Mais comment y voir plus clair dans cette transmission? À ce jour, de très bons indices nous sont fournis par les plantes. Le généticien Vincent Collot a mené ses recherches sur une petite plante de la même famille que la moutarde, une plante nommée Arabidopsis, ou arabette des dames. Arabidopsis, c'est une plante qui offre beaucoup d'intérêt pour des généticiens parce qu'elle est à la fois très prolifique, elle a un temps de développement très court, c'est-à-dire qu'on peut aller de graine à graine en moins de 2 mois, et cerise sur le gâteau, on sait qu'elle a un génome très compact. Arabidopsis peut-elle transmettre à ses descendants des changements visibles, comme des racines plus ou moins longues,
ou une floraison plus ou moins précoce, sans que cela soit inscrit dans l'ADN? Pour le savoir, les chercheurs ont provoqué des modifications épigénétiques chez un plant d'Arabidopsis. Ils ont ensuite croisé ce plant avec un plant sauvage, et après une succession de croisements, ils ont obtenu une famille de plants sur plusieurs générations. Première découverte majeure, ces modifications épigénétiques sont transmises et demeurent stables sur au moins 16 générations. Deuxième constat, ces modifications sont associées aux changements visibles comme la longueur des racines ou la période de floraison. Donc, pour la première fois, des scientifiques apportent la preuve que des caractéristiques peuvent être transmises sur un grand nombre de générations sans aucun changement dans la séquence de l'ADN. Ce que nous avons aussi découvert, c'est que cette variation épigénétique transmissible à travers les générations a une stabilité quand même qui est moindre que celle des états de séquence de l'ADN. La séquence de l'ADN, c'est ATGC, écrit d'une manière particulière, et c'est transmis avec une fidélité qui est extrême. À l'inverse, les états épigénétiques, manifestement, semblent être moins stables. C'est-à-dire que cette transmission que nous mesurons, eh bien, va durer un certain nombre de générations, des dizaines, voire des centaines de générations, mais certainement pas des millions de générations. Grâce à cette expérience, les scientifiques ont donc la preuve d'une transmission de marques épigénétiques qui modifient certains aspects de la plante. Dans ce cas, les modifications ont été induites sur une première génération de plantes en laboratoire. Mais que se passe-t-il dans la nature? Ces changements peuvent-ils être induits par l'environnement, par exemple en cas de sécheresse? Donc là, on est devant une inconnue, à savoir que l'environnement joue sur le mode de fonctionnement des gènes, mais jusqu'à quel point l'environnement peut dicter des changements héritables au travers des générations, ça reste une question ouverte. Est-ce que l'environnement joue un rôle? Pour répondre à cette question, Vincent Collot et des chercheurs de l'INRA ont lancé une nouvelle expérience. Ils ont installé des centaines de plantes génétiquement identiques sur les tapis mécaniques de ce dispositif unique au monde, le phénoscope. Le système de rotation mécanique expose les plants d'Arabidopsis à la même lumière et permet de ne faire varier que l'arrosage pour en mesurer l'impact. La question à laquelle nous cherchons à répondre maintenant, c'est quelles sont les conditions qui conduisent à l'apparition de variations épigénétiques? Est-ce que l'environnement, par lui-même, est capable d'induire ce type de changement? Et si oui, les changements que l'on observera sont-ils aussi stables que ceux que l'on a pu établir expérimentalement au laboratoire? Sur combien de générations? Avec quelle amplitude? Voilà à peu près le champ des questions que l'on peut aborder grâce à ce système expérimental parfaitement unique qu'est le phénoscope. Les résultats de cette recherche sont très attendus. Ils permettront de mieux comprendre si des facteurs environnementaux comme la sécheresse peuvent influencer le génome de la plante sur plusieurs générations. Que sait-on des autres espèces? Que peut-on dire de l'impact de l'environnement sur notre propre génome? Il y a de nombreuses recherches et de vifs débats pour comprendre exactement ce qui est transmis d'une génération à l'autre. Quelle quantité d'informations autres que génétiques est transmise? Transmettons-nous de l'information liée à l'environnement dans lequel nous vivons? Certains chercheurs pensent que c'est très subtil, d'autres sont convaincus que l'impact est grand.
physiologie de la reproduction, Michael Skinner arrive à l'épigénétique un peu par accident. C'est une erreur de manipulation qui lui a permis d'étudier les effets des pesticides sur plusieurs générations de rats. Vous savez, la plupart des observations scientifiques ne sont pas toujours prévues. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est une sorte de heureux hasard. Nous voulions étudier les effets d'un fongicide sur des rats en gestation. Et nous voulions savoir ce qui se passerait pour les fœtus exposés. Quelle serait leur santé tout au long de leur vie. L'étude des chercheurs américains porte sur les effets de pesticides. Ils se sont demandé quel serait leur impact sur la fertilité des rats mâles. Pour cela, ils ont injecté des pesticides à des femelles en gestation. À la naissance des bébés, rien à signaler. Mais devenus adultes, les mâles ont des anomalies du sperme qui traduisent une baisse de la fertilité. Ces mâles se reproduisent une première fois. Leur progéniture présente à son tour un sperme défectueux. Les croisements continuaient jusqu'aux arrière-petits-enfants. Et là, surprise, les mêmes anomalies ont été observées chez les descendants mâles, alors qu'il n'y avait plus aucune exposition directe aux pesticides, ni par injection, ni dans l'utérus maternel. De plus, à chaque génération, des modifications épigénétiques ont été découvertes et corrélées avec les anomalies du sperme. 90% des mâles ont présenté ces anomalies du sperme, et ce, sur 4 générations. Nous sommes donc sûrs d'assister à un phénomène qui ne suit pas la génétique classique. C'est très différent. Nous avons donc continué les recherches pour montrer qu'il y a un héritage épigénétique au travers des générations. Ces résultats ont-ils été confirmés? Pas vraiment. Mais personne n'a reproduit l'étude dans les mêmes conditions. Michael Skinner assure avoir prouvé que les pesticides pouvaient entraîner des anomalies non génétiques mais transmissibles chez le rongeur. Des travaux trop partiels pour certains et des conclusions hâtives qui bouleversent les concepts de l'hérédité et provoquent le débat. Si ce que vous faites ne suscite pas la polémique, c'est que vous ne faites rien d'important. Vous savez, avec des changements subtils, vous ne ferez pas de grandes avancées dans le domaine de la science. Si tous les scientifiques pensaient comme moi, de nombreux dogmes seraient remis en cause de façon plus rigoureuse qu'aujourd'hui. Mais pourtant, il y a cette tendance à accepter les dogmes, à travailler avec, sans les bousculer. Ce n'est pas la meilleure façon de faire de la science, selon moi. Un peu partout, les expériences comme celle de Michael Skinner se sont multipliées. Ici, à Zurich, l'équipe d'Isabelle Mansuy a elle aussi cherché une preuve d'héritage épigénétique lié à l'environnement. Mais cette fois, la question porte sur le stress. Est-il biologiquement transmissible? On a utilisé un modèle animal, qui est la souris, pour tester l'hypothèse que l'exposition à des stress traumatiques pendant l'enfance peut altérer les mécanismes épigénétiques de façon permanente et modifier les comportements à l'âge adulte. Pour créer un traumatisme chez le souriceau, les petits sont séparés de leur mère de façon imprévue et répétée. Ce que nous avons réussi à démontrer est que l'exposition à des périodes de stress chronique chez la souris altérait les comportements et altérait également en parallèle un certain nombre de mécanismes épigénétiques dans le cerveau et dans la progéniture, et que ces modifications épigénétiques, ces altérations épigénétiques étaient transmises à travers les générations. Les souriceaux qui ont grandi dans ces conditions sont dépressifs à l'âge adulte. Ils évaluent moins bien le danger et prennent plus de risques. Des troubles qu'ils transmettent à leur descendance, jusqu'à leur petit-fils. Une leçon importante à tirer de ces résultats est que tout ne réside pas dans les gènes, que l'environnement, les facteurs environnementaux auxquels on est exposé, en particulier des traumatismes pendant l'enfance, sont très importants et peuvent déterminer nos comportements, notre vie sur plusieurs générations.
Moi, ce qui me passionne dans le domaine de l'épigénétique, c'est les conséquences, les applications pour l'être humain, surtout en psychiatrie, parce qu'il y a de nombreuses maladies psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, les désordres de personnalité, qui ne sont pas connus. On ne connaît pas les causes, on ne connaît pas les mécanismes, et nous pensons que nos recherches sur l'épigénétique pourront conduire à une meilleure compréhension de ces maladies. Il est beaucoup trop tôt pour dire si le stress peut se transmettre chez nous comme chez la souris. D'après les travaux d'Isabelle Mansuy et de Michael Skinner, les génomes seraient comme des éponges, absorbant les moindres effets de l'environnement. Des effets qui laisseraient des traces transmissibles sur plusieurs générations. Ces conclusions font débat au sein de la communauté scientifique. Si on y réfléchit, si nous étions aussi sensibles aux changements épigénétiques induits par l'environnement, ce serait un vrai bazar. Nos cellules changeraient d'identité, nous aurions des tas de tumeurs, et au fond, nous ne serions même pas en vie. Jusqu'à quel point sommes-nous perméables à notre environnement et que transmettons-nous à nos enfants? En réalité, l'influence de l'épigénétique bute contre des limites qui viennent d'être découvertes. Dans les spermatozoïdes et les ovules, puis au moment de la fécondation, une grande partie des marques épigénétiques est effacée, permettant une sorte de remise à zéro pour la nouvelle génération. Mais ce grand nettoyage est incomplet. Certaines marques restent en place. Lesquelles et pourquoi? Voilà tout le mystère sur lequel travaillent Wolf Reich et son équipe à Cambridge. La transmission épigénétique entre les générations est probablement liée au fait que l'effacement des marques est incomplet. On aimerait comprendre le choix entre ce qui est effacé et ce qui n'est pas effacé. Et aussi si ce choix peut être modifié, par exemple en fonction de l'environnement ou encore de la nourriture. Y a-t-il un mécanisme qui permette d'influencer le choix entre effacer l'information ou la transmettre aux générations futures? C'est une question passionnante. Cet effacement sélectif se voit bien sous le microscope. Ici, des cellules très précoces d'embryons. Les noyaux sont en bleu, pratiquement sans marque épigénétique. En violet, les quelques marques conservées qui ont été transmises par les parents. Mais regardez quelques jours plus tard. Les cellules plus développées, à un stade plus avancé de l'embryon, recèlent déjà une constellation de nouvelles marques épigénétiques liées à son développement. Depuis 10 ans, nous avons étudié de près le processus d'effacement parce qu'il nous fascine. Mais il reste de nombreuses zones à explorer. Par exemple, il est probable que l'épigénome soit influencé par la nutrition, par tout ce que nous mangeons, ou encore par le lieu où nous avons grandi, par l'environnement, et aussi potentiellement par ce qui est arrivé à nos parents, et par la nourriture qu'ils ont mangée.